Eh bien, bonjour et bienvenue sur Main Africa. On est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau Plug Talk, donc ce webinaire qui va adresser encore un sujet important de développement du continent africain. Et aujourd'hui, le sujet, c'est pas simplement, mais on va aborder le blockchain en Afrique, mais surtout parler de la bonne gouvernance vers un développement éthique du marché financier grâce à la transition digitale. En effet, la transition digitale est une opportunité majeure aujourd'hui pour le continent africain que le continent a su saisir. On peut observer tout un écosystème de compétences, d'expertise, de savoir-faire, de services portés par des entreprises, des opérateurs africains et qui ont su relever les enjeux du numérique et en faire un véritable facteur de croissance, d'inclusion. Et on va pouvoir développer un petit peu tout cet impact qui a été fait, d'autant plus avec les opérateurs télécoms, les opérateurs de réseau qui ont vraiment été moteurs dans cette transition, qui ont permis de mettre des moyens et des services auprès de leurs utilisateurs et d'accroître donc leur réactivité sur le marché. Et puis des opérateurs comme la banque et les banques mobiles qui sont venus renforcer encore plus cette inclusion numérique et cette inclusion financière. L'impact est très important. Il est donc fondamental qu'il puisse durer. Et c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir en voyant comment cette transition numérique va pouvoir bénéficier de nouvelles technologies comme le blockchain. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'est le blockchain et voir comment le blockchain va nous permettre de poursuivre les enjeux de la transition numérique de manière inclusive et de croissance. Et pour cela, nous avons la chance tous d'accueillir 4 speakers au parcours passionnant qui sont au cœur de cette transition. Déjà, Monsieur Wassim El Aroussi, qui est en charge du business development et de la transition, de la transformation chez Inouï. Donc, Inouï, opérateur marocain incroyable, avec des investissements incroyables dans tout ce qui est la transition digitale. Nous avons Christelle Assirou, qui est directrice chez Ictina, qui est également directrice de formation chez COLO Africa, et qui est présidente d'une ONG, Femmes Éthiques, et qui va permettre de nous donner beaucoup également d'inspiration sur les enjeux de la transition digitale en Afrique et auprès des femmes. Monsieur Thomas Closy, qui lui est fondateur de AfricaPay, qui est la première néobanque en Afrique et qui a une croissance assez extraordinaire et qui offre aujourd'hui des services qui en fait n'existaient pas sur le continent africain, l'accès à la banque et tout cela va permettre d'élargir complètement l'intégration de millions de personnes. Et enfin, Madame Bineta Ngom, qui elle est une experte de blockchain et qui est project manager en blockchain, qui est aussi très attentive à toutes les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle et qui est fondatrice et manager d'une société qui s'appelle Bleu comme la mer, qui est installée au Sénégal. Donc je propose que chacun d'entre vous puisse vous présenter. Je vais donner la parole aux dames d'abord et commencer par vous, Madame Bineta Ngom. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours et le rôle que vous jouez dans cette belle transition digitale que suit le continent africain. Madame Ngom, je vous donne la parole. Merci. Alors, bonjour à tout le monde et bonjour à nos chers auditeurs. Merci à vous, Made in Africa, pour l'invitation. Alors, je suis très honorée de faire partie des speakers aujourd'hui, surtout en tout ce qui parle de blockchain et de transition digitale en tant que telle. Alors, je m'appelle Binta Ngom. Je suis blockchain project manager de Bleu comme la mer. Alors, je suis manager de Bleu comme la mer, fondatrice de Bleu comme la mer. Et à la base, j'ai fait une formation en gestion management et en ce moment, je suis complètement en train de me reconvertir à tout ce qui est blockchain, tout ce qui est nouvelles technologies. Alors, pourquoi? Juste parce que je crois fortement en ces technologies-là qui peuvent permettre à l'Afrique de sortir de cet état-là, d'être le dernier continent. Donc, je pense fortement que ces technologies-là peuvent nous aider à aller au-devant de la scène, à être même la plus grande puissance mondiale au-devant des autres continents. Voilà. Merci beaucoup. Au moins, l'ambition est parfaite, on va dire. Et bravo. Alors, à côté de vous, nous avons Madame Christelle Assirou, donc directrice de chez Ictina. Madame Assirou, on vous donne la parole et, pour vous présenter et nous donner un petit peu plus de visibilité sur votre parcours. La parole est à vous, Madame Assirou. Merci. Merci, Monsieur Yann. Alors, je suis Christelle Assirou, le nom est déjà donné.
Je suis diplômée de marketing et de management. Je suis certifiée genre et développement. Et ça, c'est pour la question académique. Alors, j'ai un parcours un peu... j'ai une grosse expérience professionnelle dans le domaine des technologies, de l'informatique, dans les métiers du commerce, du marketing, de la stratégie, donc du management. J'ai à la fois travaillé dans des emplois salariés et aussi comme entrepreneur, comme je le suis aujourd'hui. J'ai occupé des fonctions dans la fonction publique, comme conseiller technique auprès de ministres en charge de l'inclusion numérique. Et donc, pour moi, les technologies représentent une vraie opportunité. Ce sont une réelle opportunité pour tout ce qui touche au développement. Et c'est une opportunité particulièrement aussi pour les femmes, parce que grâce aux technologies, beaucoup de secteurs sont plus ouverts, sont plus accessibles et donc permettent directement d'aller non seulement au développement, mais aussi à la question de l'autonomisation, autonomisation aussi bien financière que sociale, culturelle. Et donc, aujourd'hui, avec mon entreprise, en plus des services marketing que nous offrons, nous faisons aussi du conseil en tout ce qui est transformation digitale. Nous accompagnons aussi les entreprises à mettre en place des politiques et des services numériques dans le cadre justement de leur démarche de transition digitale. Et toute cette expérience aussi m'a permis de pouvoir de reverser ces acquis-là auprès aussi des femmes pour les accompagner, aussi bien les femmes entrepreneurs que les femmes professionnelles ou les femmes rurales. Donc, pour accompagner avec beaucoup de formation et de soutien. Et donc, je suis parallèlement à la fois directrice générale de ICTINA et aussi de Sewelo, qui est une start-up dans le secteur de l'éducation, qui a pour but justement de booster l'Afrique dans toute cette démarche de transition numérique en accompagnant la jeunesse à avoir les acquis et les compétences nécessaires pour être des acteurs clés de ce développement tant rêvé. Merci. Merci beaucoup, c'est une chance de vous avoir et surtout d'initier un parcours qui est à la fois très opérationnel, hein, au contact, et puis aussi législatif quelque part, hein, conseiller, arriver à avoir une vision globale et aussi un véritable enjeu pour adresser le numérique. Alors ensuite, nous avons Thomas Closy, fondateur d'Africa Pay, première néobanque en Afrique. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est qu'en Afrique, l'accessibilité au système bancaire, je n'ai pas les chiffres, était un vrai problème. Donc, l'impact de ces nouvelles banques en ligne était totalement incroyable. Monsieur Closy, on serait très heureux de vous entendre et de connaître un peu mieux votre parcours et que vous puissiez nous présenter Africa Pay déjà. S'il vous plaît, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Alors, si vous voulez, j'ai toujours aimé entreprendre depuis mon plus jeune âge. À 16 ans, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était business en ligne, notamment du e-commerce. Donc, j'ai commencé à monter des boutiques e-commerce, à les développer un petit peu et à les revendre. C'est tout début de mes 17 ans que j'ai monté une marque de compléments alimentaires ainsi qu'une agence digitale qui était basée à Metz en France. Et donc, j'ai développé cette marque de compléments alimentaires que je me suis fait racheter tout début de mes 18 ans. À la suite, j'ai énormément développé mes agences marketing, que ce soit à Metz ou au Luxembourg, notamment avec des promoteurs immobiliers. En amont, tout le temps, j'ai toujours aimé tout ce qui est technologie, innovation et autres. Donc, j'ai monté plusieurs startups. Et je me suis retrouvé un petit peu par hasard, il y a maintenant 2 ans, à Casablanca une première fois pour monter une structure afin de développer mon agence marketing. Et c'est de là où j'ai tout de suite été impacté par le Maroc déjà dans un premier temps et ensuite par l'Afrique. Et de là, depuis, je me suis installé au Maroc. Je voyage maintenant dans plusieurs pays d'Afrique et j'ai développé mes différentes activités dans le digital, notamment mon agence marketing. Et de là, de suite, m'est venue l'idée de créer une néobanque.
Donc, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. C'est de créer, parce que c'est vrai qu'il existe des néobanques un petit peu partout dans le monde, mais on n'a aucun équivalent à l'heure actuelle en Afrique. Donc, c'est vraiment de créer une néobanque qui sera présente dans 20 pays et qui sera parfaitement adaptée à chaque marché. Voilà un petit peu. C'est très, très intéressant de voir ces parcours qui, souvent, l'impulsion vient de curiosité, voilà, de cette envie d'observer, d'apprendre et de comprendre comment amener une contribution un peu originale et utile. Écoutez, merci beaucoup et bravo pour ça, parce que vous êtes un jeune entrepreneur, mais déjà avec un parcours, une expérience très marquante, on va dire. Donc, très heureux de pouvoir poursuivre avec vous. Et enfin, on a notre quatrième speaker, qui est Monsieur Wassim El Haroussi de chez Inouï. Vous êtes donc directeur de toute l'unité Business Développement et Transformation. Et on serait très heureux d'en savoir un peu plus sur vous et de nous dire un peu votre parcours et ce que vous faites de manière plus précise chez Inouï, qui est donc opérateur marocain des télécoms et de réseaux, si je ne me trompe pas. La parole est à vous, Monsieur El Haroussi. Merci beaucoup, Yann. Alors, Merci beaucoup. D'abord, ravi d'être avec vous ce matin. Alors, moi, j'ai évolué effectivement dans ce secteur des télécoms depuis à peu près 22 ans, enfin un peu plus de 20 ans, que ce soit côté opérateur ou fournisseur de technologie. Et puis, depuis pas mal de temps maintenant, j'évolue dans cette équipe effectivement merveilleuse qu'est celle de Inouï, parce que au-delà de l'accélération que tout ce secteur a connue sur notre continent, on a su ne pas reproduire exactement les mêmes échelles temps qu'ailleurs. Donc, on a pris des raccourcis sur ce continent en termes de développement des télécommunications, notamment télécommunications mobiles, la 4G, etc. Mais chez cet opérateur, on a aussi su épouser on va dire, et je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard dans ce webinaire, on a su épouser une transformation normale, naturelle d'un opérateur telco vers un opérateur de service pour supporter la démocratisation et l'accélération de la digitalisation, aussi bien pour les particuliers, les entreprises, les entités institutionnelles et autres. Donc, effectivement, aujourd'hui, mon rôle, en tout cas, au sein de l'opérateur, qui est devenu un opérateur ICT, aussi bien en communication qu'en infrastructure et qu'en solutions de digitalisation, mon rôle est de travailler sur des problématiques produits, de développement de produits, de solutions et de go-to-market pour ce type de solutions. Super, merci beaucoup. Je reste avec vous. On va poursuivre un petit peu avec vous, justement, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, en passant d'un opérateur télécom à un opérateur de service, enfin, vous avez élargi une offre évidente. Pour ça, vous avez mis en place des infrastructures, des data centers, des accès, voilà. Donc, vous avez été vraiment, et je pense qu'on ne jalousera personne en disant que vous avez été un des acteurs pionniers et moteurs dans toute cette transition au Maroc et finalement sur ce qui vient de donner une impulsion sur le continent africain. Donc la première question, c'est un petit peu un retour d'expérience qu'on aimerait voir avec vous et comprendre un peu sur votre point de vue comment cette inclusion numérique a pu s'accélérer et développer encore plus d'équité, de justice sociale, d'accès, de démocratisation finalement de cet accès au digital. Et puis aussi comprendre quelles sont les technologies qui ont été vraiment l'accélérateur au sein de cette mise à disposition de vos services, de technologie, et voilà, et puis même partager l'impact de toutes vos campagnes, de tous vos engagements, puisque vous agissez beaucoup également sur tout ce qui est éducation, RSE, enfin le champ d'action aujourd'hui d'Inouï est très large, global, ce qui rend totalement en phase avec cette vision de service. Donc voilà, je vous donne la parole un peu sur tous ces points-là. Bien. Alors effectivement, en se fixant comme ambition, comme mission de cette inclusion, dit autrement, on la formule plutôt par une démocratisation de l'accès à cette transformation digitale, à l'accélération digitale, aussi bien, et j'insiste là-dessus, aussi bien pour les entreprises et les acteurs institutionnels que pour les particuliers, que pour les utilisateurs et les citoyens. Donc, en se fixant cette ambition-là, il a fallu effectivement passer un certain nombre d'étapes en termes de développement technologique et de développement de modèles opérationnels. Donc, sur l'aspect technologique, si je prends par le bout de l'utilisateur particulier, il a été d'abord question de rendre l'accès à l'Internet
et au début à l'Internet mobile, simple, intuitif, mais surtout accessible en termes de coût. Et donc, on a été, depuis le lancement de l'activité mobile, qui n'était pas forcément notre première activité en tant qu'opérateur, mais depuis le lancement de l'activité mobile, vraiment très exigeant en termes d'équation effectivement économique pour rendre cet accès Internet de qualité, d'ubiquité vraiment sur tout le territoire national, mais le rendre surtout accessible. Donc, aussi bien de l'Internet sur le smartphone, c'était le début des smartphones, que les services à valeur ajoutée. Avant l'arrivée de Inouï sur le marché, c'était plutôt des services, on va dire, qui écrémaient le marché et qui étaient élitistes et réservés à une certaine forme de souscription. Avec Inouï, c'est devenu vraiment entre les mains de tous les jeunes d'abord, et puis après de tous les citoyens et tous les utilisateurs que compte la base client de Inouï. Et là-dessus, donc on a beaucoup misé sur, bien sûr, le déploiement des technologies 4G. On a déployé ces technologies dans les zones aujourd'hui rurales au Maroc, vraiment plus de 11 000 localités rurales. On a déployé ce type de technologie de manière dense aussi pour supporter des accès sans fil à domicile. Donc, on a connecté aussi les foyers au Maroc. Et donc, ça, c'est vraiment sur la partie, on va dire, tuyau. Et on a supporté, comme vous venez de le dire, effectivement, tout cela par une activité de stimulation de la partie contenu, de la partie service, pour que ces innovations deviennent vraiment des innovations utiles au quotidien pour les Marocains. Donc, sur les particuliers, au-delà de la partie connectivité, qui a été basée d'abord sur l'Internet mobile et puis de plus en plus sur de la fibre, que nous sommes en train de déployer aujourd'hui sur les plus grandes villes du Maroc. On a également lancé depuis à peu près 2 ans une activité justement qui est proche du sujet que nous évoquons, de paiement mobile. Donc, on a une activité, une filiale Inouï Money qui œuvre dans ce sens. Alors, effectivement, Inouï s'est fixé également parmi ses activités de responsabilité sociale, l'éducation, bien avant, enfin, il y a quelques années, l'éducation, l'entrepreneuriat social, l'innovation, parmi quelques autres. Hein, mais ces 3 secteurs ont été vraiment mis à dure épreuve pendant cette pandémie. Et le fait d'avoir à la fois le bout, on va dire, de l'écosystème qu'on a su créer, de la proximité avec tous les acteurs importants en termes d'éducation, que ce soit des acteurs publics ou privés en termes d'éducation, en termes d'entrepreneuriat social, pour faire passer, on va dire, la période de crise, etc., qu'on a connue, et en même temps avoir les tuyaux nécessaires pour que cet accès soit de bonne qualité et partout. Ça nous a permis effectivement de jouer le rôle de pivot que nous aspirions à occuper. Donc ça, c'est sur la partie particulière. Maintenant, pour les acteurs justement qui sont fournisseurs de services publics ou fournisseurs de services, on va dire, de commerce ou d'activité économique, nous avons, comme vous l'avez cité, une activité qui a commencé par de la connectivité critique, historiquement, peut-être même avant le mobile, où on raccordait les plus grandes institutions bancaires, publiques, etc., que ce soit entre elles ou Internet, avec un certain niveau de résilience et d'exigence que voilà, nous nous sommes démarqués là-dessus et puis nous avons profité de cela pour leur proposer aujourd'hui une infrastructure aussi en termes de cloud, en termes de data center, en termes d'outils aussi de sécurisation, d'outils pour assurer leur plan de continuité d'activité. Et pareil, je pense que pour assurer vraiment une vie digitale sereine, sustainable à tous, il faut absolument sécuriser cela, que ce soit d'un point de vue vraiment cybersécurité ou d'un point de vue, j'allais dire, souveraineté en termes d'hébergement des données. Hein. C'est un sujet qui revient de manière assez fréquente aujourd'hui partout dans le monde. Donc, voilà un peu comment Inouï a créé ces milestones, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers au Maroc, pour accélérer cette transformation digitale. Et Inouï est donc perçu sous cette nouvelle image de service. Vous n'êtes plus un simple opérateur, enfin simple, c'était déjà quelque chose d'assez complexe à délivrer, mais vous êtes plus qu'un opérateur télécom. Vous êtes un lien de communication entre des besoins et des ressources presque. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère que Inouï, au-delà d'être un opérateur comme un autre, entre guillemets, a su avoir une place, vraiment une share of heart, à la fois sur l'aspect utilité dans la vie quotidienne digitale des citoyens, mais aussi comme étant le partenaire privilégié des institutionnels, des entreprises, quelle que soit leur taille, pour accélérer cette transformation qui est devenue inévitable. Hein, avec la pandémie, pareil, on a tous été obligés de devenir
digital first, mobile first, nous en tant qu'acteurs économiques, et tous nos clients, entreprises, l'ont vécu aussi. Et donc, j'espère qu'ils ont trouvé en Inouï le partenaire idoine pour réaliser ces transformations-là. Oui, complètement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va essayer de continuer dans cet esprit-là. Mais ce que je trouve bien, c'est que toute l'impulsion que vous donnez est partie avec une vision de bonne gouvernance, hein, d'éthique, d'intégrité, de préserver l'intégrité. Et c'est un sujet d'autant plus sensible si on en arrive sur le volet financier. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers Thomas Closy à ce sujet-là, parce que Thomas, c'est formidable, Africa Pay, et puis en si peu de temps, pouvoir offrir une offre numérique en Afrique qui permet de démocratiser ou de rendre la banque et la finance accessible. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact qu'a eu donc cette transition numérique et qui finalement a permis de mettre les banques au service de tous, faciliter de l'inclusion financière, donner plus de moyens aux gens, peut-être aussi être un moteur de croissance et d'entrepreneuriat. Donc voilà, est-ce que déjà sur les 2 ans de visibilité que vous avez avec Africa Pay, vous pouvez nous donner un premier bilan de l'impact de cette transition numérique au service de l'inclusion financière? Bien sûr. Alors, je pense déjà que la crise du Covid a déjà changé complètement nos habitudes. Donc, en Ouais. effet, il y a de nouvelles personnes qui n'étaient peut-être pas aptes à utiliser des services comme ceux proposés actuellement, qui l'utilisent maintenant quotidiennement. Il faut savoir que, bon, premièrement, nous avons des services et nous souhaitons vraiment au moins proposer des services sur mesure adaptés parfaitement à chaque partie de la population, c'est-à-dire les agriculteurs, les étudiants, les analphabètes, les personnes qui ne peuvent pas utiliser une néobanque, par exemple, avec Internet. On a développé toutes ces versions-là. Donc, on est, disons, parfaitement adapté à chaque marché, disons. Maintenant, il faut savoir qu'on a vraiment une vision digitale et grâce au digital, on peut cibler, on peut suivre et on peut offrir exactement ce que cherche actuellement le client. Donc, en effet, la vision d'Inouï sur le Maroc est très intéressante. On reprend et on peut s'inspirer sur énormément de points. Euh, Maintenant, on offre aussi un produit qui est simple, qui est rapide. Vous pouvez et vous allez pouvoir également dans d'autres pays créer un compte en quelques secondes, suivant votre carte bancaire, le plafond de votre carte bancaire juste avec un numéro de téléphone. Il y a 3 cartes pour les particuliers, une carte digitale qui est gratuite que vous pouvez commander très facilement. Il y a également des services pour les professionnels avec des cartes avec un partenariat Mastercard, des terminaux de paiement où vous pourrez proposer des paiements plusieurs fois. Donc là, par exemple, on fait appel à l'intelligence artificielle. De plus, normalement, une néobanque ne propose pas de faire des crédits, de microcrédits ou de souscrire à des assurances. Donc, de par un partenariat, on propose crédit, microcrédit et souscription d'assurance directement en quelques clics. Il faut savoir également qu'on a opté et on va mettre en place très prochainement un réseau physique pour Africa Pay avec des bornes chez des commerçants où vous pourrez directement commander vos cartes. Il y a également des bornes, si vous regardez sur le site Africa Pay, des bornes qui sont tactiles, comme un distributeur de bonbons ou de boissons, où vous pourrez commander directement votre carte très facilement. Il y a également des box en verre avec des commerciaux qui seront présents dans des malls et des points stratégiques en Afrique. Je vous dis tout ça parce qu'on veut offrir également une proximité avec le client en Afrique, chose qui n'est pas courante du tout pour une néobanque, et ça nous permet de toucher une cible qui est encore différente et d'améliorer le temps de bancarisation de façon très importante en offrant de nouveaux produits, une simplicité, toucher des personnes grâce au digital. C'est un petit peu, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, en effet, on cible notamment le continent africain, mais également les diasporas qui sont présents dans le monde entier, qui va permettre de transférer plus facilement de l'argent, de recevoir, de payer des factures,
Et c'est pour ça également qu'on a créé notre crypto-monnaie qui s'appelle Africa Coin et qui sera prochainement disponible dans certains pays d'Afrique. Il faut savoir aussi que pour un projet comme celui d'Africa Pay, que ce soit en termes de législation ou que ce soit en termes de technologie d'utilisation, d'un pays à l'autre, ça varie énormément. C'est pour ça qu'on a actuellement une version bêta que nous testons régulièrement et certains services, par exemple du Maroc, du Sénégal ou du Mali, varient énormément. Et chaque, disons, ouverture est entièrement sur mesure, chaque offre est peaufinée suivant le marché et on a, disons, une vision et un ciblage, que ce soit en termes de communication, un petit peu différent. Donc, c'est toutes ces offres-là et toute cette approche qui va permettre de développer le taux de bancarisation et d'offrir des services parfaitement adaptés au marché africain. Et alors, c'est intéressant ce taux de bancarisation. Vous avez des statistiques un peu. Est-ce que une grande partie de vos clients sont des gens qui n'avaient aucun rapport avec la banque avant? Alors, c'est là où ça varie en fait. Ça varie énormément. Par exemple, au Sénégal, il y a environ 120 000 comptes bancaires qui ont été créés. Maintenant, ça varie suivant les pays. Il faut savoir que nos clients, encore une fois, varient. Ça peut être des personnes qui ont déjà des comptes en banque, qui sont déjà bancarisées, mais qui trouvent une simplicité ou d'autres choses chez Africa Pay. Parce que c'est vrai que nos frais de transaction vont être relativement bas par rapport à ce qu'il existe à l'heure actuelle. Donc ça, c'est déjà un point qui peut séduire. Il y a des cartes qui sont gratuites. Il y a tout ça. Donc, notre cible est en effet variée. Mais grâce à notre communication, le point physique qui va arriver, en effet, on va pouvoir toucher énormément de personnes qui ne sont pas bancarisées. Également, en mettant en place des versions spécialisées, par exemple, pour les personnes qui sont analphabètes et qui vont pouvoir ouvrir un compte et créer un compte et utiliser la néobanque très facilement, c'est déjà un point qui permet de toucher des personnes qui ne sont pas bancarisées à l'heure actuelle. Oui, justement, on avait une question d'un spectateur là-dessus qui était un peu comment vous voyez, vous, l'approche de démocratisation de la banque au sein de quartiers défavorisés sachant que défavorisé, ce n'est pas simplement un critère social, c'est aussi un critère technologique ou d'éloignement et donc favoriser cette démocratisation totale parce qu'il y a une éducation à la finance qui doit s'accompagner un peu dans vos relations avec vos clients. Tout à fait. Alors déjà, ça doit être la simplicité d'utilisation. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur ça. La collecte de données grâce au digital. Par exemple, on sait que dans certains pays d'Afrique, on utilise 97% de smartphones type Android. Donc, nos versions sont parfaitement adaptées à ces smartphones-là. C'est qu'un petit détail, mais concernant l'utilisation et la simplicité d'utilisation, c'est relativement important. Maintenant, concernant le ciblage, on peut cibler grâce au marketing digital et le marketing digital sert également à faire de la pédagogie parce qu'on n'achète pas ce qu'on ne comprend pas. Alors en effet, ça permet de pouvoir faire, comme vous l'avez dit, toute une éducation concernant les atouts, pourquoi créer un compte bancaire, comment l'utiliser, etc. Et des versions adaptées à chaque personne. Encore une fois, si vous êtes étudiant, si vous êtes analphabète, vous allez pouvoir utiliser très facilement la néobanque où il y aura des tutos vidéo, etc. Et également, si vous êtes dans une zone très excentrée, là, nous sommes en train de développer une version qui pourra être utilisée sans Internet. D'accord, très bien. Oui, très bien. C'est très clair. Je pense que ça répond parfaitement à la question. Alors, donc, on a vu au travers de votre parcours, maintenant on va essayer d'aller un peu sur le blockchain, mais au travers de ce que vous venez de nous partager et la vision inouïe, on a vu que toute cette transformation fait appel à des nouvelles compétences, nouvelles ressources technologiques très importantes, mais ce qui est extraordinaire, alors avec l'aide de l'intelligence artificielle ou l'aide de process internes, c'est cette volonté de s'adapter à chaque individu, à chaque personne, à chaque entreprise et d'avoir vraiment des services dédiés sur mesure
Et c'est ça le grand challenge et qui est aussi la grande convivialité aujourd'hui du numérique et qui fait qu'on pourra se fidéliser au numérique et sortir de, hélas, ce qui sont très important, des fidélisations qui sont souvent sur un rapport humain. Donc, mettre plus d'humain quelque part dans cette transition numérique. Alors, est-ce que le blockchain va venir contribuer à cela? Est-ce que le blockchain est dans la continuité des engagements qui ont été pris par Inouï, qui ont été pris par Africapay, qui ont été pris par tous ces opérateurs? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va déjà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le blockchain. Et donc, je me dirige vers Bineta Ngom. Vous êtes Blockchain Project Manager et je vais vous envoyer cette question, vous proposer cette question qui n'est pas simple et qui est d'essayer de nous expliquer, de définir qu'est-ce que c'est que le blockchain et peut-être nous donner quelques cas d'usage pour arriver à illustrer votre présentation. Donc, Madame Ngom, je vous donne la parole pour nous éclairer un peu sur le blockchain. Alors, peut-être aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus simple possible pour que la technologie soit comprise, parce que c'est un peu compliqué de l'expliquer aussi. Donc, en termes simples, on peut le définir littéralement d'ailleurs comme une chaîne de blocs. Donc, en français, elle signifie une chaîne de blocs, blockchain. Alors, c'est une technologie de stockage qui permet de transmettre, qui permet de transmettre des informations de manière transparente, de manière sécurisée et sans organe de contrôle. Alors, c'est tout ce qui fait la beauté de cette technologie. Donc, ces trois termes-là, dont la transparence, la sécurité et qui n'a pas d'intermédiaire. Donc, c'est une manière d'échanger des données sans pour autant qu'il y ait une autorité centrale, un intermédiaire au milieu. Alors, cette technologie-là est en train de redéfinir en quelque sorte ce qu'on appelle la confiance et la transparence. D'accord? Alors, comment on peut, grâce à son architecture, donc grâce à la manière dont elle est construite, cette technologie, il est très difficile aujourd'hui comment dirais-je, de modifier des informations dans cette technologie-là. Comment? Je donne juste un exemple par rapport à cela. Par exemple, aujourd'hui, le journal L'Obs, par exemple, qui est distribué aux quatre coins du Sénégal. Aujourd'hui, pour modifier une information de ce journal-là, il faut déjà aller dans chaque personne qui a acheté ce journal-là pour modifier une information. Alors, il est autant difficile de modifier une information de ce journal-là qui est déjà distribué aux quatre coins du Sénégal que de modifier une information sur la blockchain qui est une technologie qui est décentralisée. Et c'est cette décentralisation-là qui fait la force de cette technologie-là. Au lieu qu'elle soit basée sur une base centralisée, donc elle est décentralisée. Donc, ce qui fait la force de cette technologie-là et qui permet aujourd'hui de pouvoir être développée dans plusieurs secteurs, dont le secteur de la finance, la santé, la logistique, etc. Alors, pour parler aussi de cas d'usage, donc pour les cas d'usage que je vais vous donner, donc surtout par rapport, je m'excuse du bruit, hein. Alors, on vous entend très bien, tout va bien. Parfait. Alors, pour les cas d'usage que je vais donner, surtout pour qu'on a déjà parlé de finances, donc je vais revenir par rapport aux banques et surtout aux néobanques, comme on les appelle. Alors, comment elle peut impacter ce secteur bancaire? Alors, aujourd'hui, quand on échange de la valeur à travers les banques, donc c'est la banque en tant que telle qui s'occupe de ce transfert-là. Donc, on fait confiance à la banque qui valide la transaction. Alors, il y a des limites à cette confiance qu'on accorde à la banque qui transfère notre argent. Comment? Parce que cette transaction-là peut être validée ou pas validée par la banque. Donc, la banque peut décider de ne pas envoyer cet argent-là. D'accord? Et autre part aussi, la banque prend du temps à envoyer cet argent. Par exemple, quand on envoie de l'argent de la France en Afrique, au Sénégal par exemple, cette transaction peut prendre des jours
pour arriver à destination. Donc, c'est tout le contraire d'une transaction qu'on peut faire sur la blockchain. Donc, elle fait sauter tous ces intermédiaires-là et réduit ces temps-là à un temps record. Donc, maximum, ça peut prendre quelques minutes pour transférer de la valeur à partir de la blockchain. D'accord? Et puisqu'on fait sauter les intermédiaires, on réduit drastiquement les frais de transaction. D'accord? Donc, ce que ça pourrait te coûter de faire un transfert à partir de la banque, ça peut être fois 0 même une transaction qui est faite à travers une blockchain. Donc, un autre cas d'usage que je vais donner où j'évolue en même temps, donc c'est dans le cadre de la logistique, la supply chain, avec Bleu comme la mer. Alors, Bleu comme la mer est une entreprise déjà une entreprise de vente de produits halieutiques et de produits maraîchers. Donc, pour le moment, nous faisons une vente directe et nous avons la particularité d'être la première entreprise au Sénégal qui accepte les paiements en Bitcoin, en crypto-monnaie en général, Bitcoin, Ethereum et Tezos plus particulièrement, qui sont les plus utilisés. Alors, à terme, nous voulons construire une plateforme décentralisée. Donc, ce sera un marché sur lequel tout le monde pourrait vendre et acheter des produits halieutiques et des produits maraîchers. D'accord? Et cette désintermédiation est possible grâce à la technologie de la blockchain. Alors, comment ça va se passer? Une personne qui est à l'autre bout du monde peut voir le produit d'une personne lambda, d'un pêcheur qui est au quai de pêche de Mbourg, par exemple, qui a une tonne de crevettes, par exemple, il l'expose sur la plateforme. Une personne peut visiter la plateforme Bleu comme la mer et voir ces crevettes qui les intéressent. Alors, il peut déjà acheter ces produits-là, le fournisseur expédier ces produits-là sans pour autant qu'il y ait un intermédiaire. Ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais ils peuvent désormais se faire ces transactions-là grâce à la technologie blockchain. Donc, c'est ce que j'appelle en quelque sorte une confiance digitalisée, une confiance numérique. Donc, c'est cette manière de faire là, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais désormais, on peut se faire confiance, on peut faire des transactions, on peut se vendre des produits, acheter, s'échanger de la valeur sans pour autant nous connaître, sans pour autant nous faire confiance. Donc, c'est ce que apporte la blockchain et c'est ce que permet la blockchain et c'est ce que nous voulons exploiter avec Bleu comme la mer pour pouvoir vendre des produits, acheter des produits d'une manière décentralisée. Alors, une autre faculté aussi qu'on exploite sur la blockchain, c'est la traçabilité des produits. Alors, il est très important aujourd'hui de connaître qu'est-ce qu'on consomme au fait. Le produit qu'on consomme, d'où est-ce que ça vient, qui l'a produite, comment ça a été, elle a été produite. Donc, nous avons connu des scandales alimentaires de ce genre où il s'avère que le produit qu'on nous dit vendre n'est pas exactement ce qui a été écrit ou bien ce qui a été dit qu'il est. Donc, nous voulons surpasser ce genre de scandale-là grâce à la blockchain. Et comment nous allons, tous les produits, nous souhaitons que tous les produits qui seront vendus sur la blockchain, sur la plateforme, aient une histoire, que ces produits aient une identité. C'est-à-dire que même la personne qui achète le produit saura en âme et conscience que ce produit-là a été pêché au Sénégal, a été pêché en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Elle saura l'identité du produit. Elle saura jusqu'à la dernière minute où est passé le produit, par qui elle a été produite, comment elle a été produite. Donc, toutes les informations qui concernent ce produit-là seront gravées sur la blockchain. Et c'est vraiment ces deux cas d'usage-là que j'aimerais identifier aujourd'hui, mais ils n'en finissent pas de cas d'usage. Donc, on peut juste l'exploiter jusque dans les domaines des contrats, dans les domaines des dossiers médicaux, dans le domaine des votes,
des droits d'auteur, des titres de propriété. Et c'est un cas d'usage aussi que j'aimerais juste rappeler aussi, qui est très pertinent aujourd'hui à utiliser au Sénégal et en Afrique en général. C'est le cas du cadastre. Ici, au Sénégal, on a de sérieux problèmes de litige foncier. Alors, des technologies comme la blockchain peuvent permettre de dépasser ce genre de problème-là, de changer complètement la donne. Donc, toutes les informations concernant le cadastre peuvent désormais être enregistrées sur une blockchain, et à chaque fois qu'on aura à acheter une maison ou bien à acheter un terrain, au moins on saura à qui elle appartient. Donc, il n'y aura plus une possibilité de vendre un terrain, une maison à 10 personnes, à plusieurs personnes à la fois. Donc, et les cas d'usage, ils n'en finissent pas. Les diplômes, les preuves d'obtention de certains documents. Donc, je pense que il faut juste faire un webinaire juste pour les cas d'usage, parce qu'il y en a tellement, donc ils n'en finissent pas. Donc, et je pense aujourd'hui qu'il est vraiment aujourd'hui, il est temps qu'on commence à étudier, qu'on commence à garder une très forte pensée à la technologie blockchain, et qu'on commence vraiment à l'appliquer dans nos secteurs clés, la gouvernance, la santé, l'immobilier, l'assurance, etc. Donc, tout y est, je peux dire. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'est très, très intéressant, en fait, de pouvoir comprendre que grâce à la blockchain, on peut avoir accès à toute la vie d'un produit et aux interactions qu'il a avec la société. La traçabilité et la logistique, vous en parlez dans la supply chain, et sont en fait, surtout pour le continent africain, je pense, très valorisants, parce que ça permet de renforcer la qualité du produit ou la qualité de sa transformation, de sa disponibilité, etc. On a une question pour vous. Vous avez parlé de confiance digitalisée, qui est un élément intéressant, qui ressort un peu aussi dans les échanges qu'on a eus avec Thomas Closy ou avec M. Laroussi, où c'est très important de maintenir cette confiance avec son réseau. Est-ce que vous avez des outils de contrôle? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de garantir ou de monitorer ou d'amener des moyens pour préserver cette confiance digitalisée? Est-ce simplement l'intelligence artificielle, ou est-ce que vous avez d'autres moyens pour pouvoir suivre de près et garantir un peu cette confiance digitalisée que vous mettez en place? D'accord. Alors, je pense que cette confiance digitalisée, elle est même contrôlée par la technologie en tant que telle. Donc, quand je parle de confiance digitalisée, c'est surtout parce que les informations qui sont gardées sur la blockchain ne peuvent pas être altérées, ne peuvent pas être modifiées. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le compare à une confiance digitalisée, parce que les personnes qui s'échangent de la valeur ou bien qui s'échangent des informations, quand à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui commence à jouer en double jeu, donc on peut retourner en arrière et revoir les informations qu'on avait échangées. Donc, il n'y a aucun moyen qu'on puisse, dès qu'il y a un couac, que quelqu'un puisse venir en arrière, modifier les informations, parce que les informations sont déjà inscrites et enregistrées. Donc, il n'y a aucun moyen de pouvoir les échanger. Donc, toutes les personnes, toutes les parties prenantes doivent être clean, ont intérêt à être clean, je peux dire. Vous voyez? Voilà. Oui, oui. Oui, c'est très clair. C'est aussi un moyen de préserver le libre arbitre de chacun. C'est-à-dire que le blockchain va donner la réalité d'un produit, de sa vie, de son interaction avec la vie, et chacun pourra y mettre ses critères. En tout cas, le blockchain ne ment pas sur la réalité. Merci beaucoup, Bineta. Alors, je vais poursuivre avec Madame Assirou un peu. Maintenant qu'on voit ce maillage qu'offre le blockchain et qui permet d'impacter
comme vous l'avez dit, que ce soit sur de la finance, que ce soit sur des assurances, sur des coûts, sur des compréhensions. Ma question, Mme Assirou, c'est aujourd'hui la technologie blockchain, est-ce une opportunité dès aujourd'hui pour l'Afrique? Est-ce que c'est un apport technologique qui est opérant maintenant et qui transforme ou accompagne parfaitement cette transition digitale qui est mise en place sur le continent africain? Et le cas échéant, pourquoi faut-il accroître et renforcer la place de la blockchain aujourd'hui en Afrique? Madame Assirou, on vous écoute. Merci Merci Monsieur beaucoup. Yann. Alors, la blockchain, avant de regarder les apports ou l'opportunité que représente la blockchain dans le développement de l'Afrique, il faut d'abord regarder en face, en fait, les défis auxquels l'Afrique même doit faire face. Voilà. Et ces défis-là sont de plusieurs ordres. Vous avez des défis qui touchent la productivité et l'efficacité. Donc, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des services publics. Vous avez des défis liés à la confiance. Tout à l'heure, elle a évoqué la confiance numérique, mais c'est un vrai défi dans les fonctionnements normaux des différents services ou des relations entre les tiers. Donc, vous avez un besoin de confiance et donc, par ricochet, de lutte contre la pauvreté. Vous avez également des défis liés à l'accès au marché et la simplification des interactions économiques. Je dis n'importe quoi, les démarches administratives liées à la création d'une entreprise, l'accès au marché public, voilà, les conditionnalités, toutes ces choses-là sont des défis qui sous-tendent le développement. Vous avez des défis liés au système de santé. La récente crise à coronavirus a été très éprouvante pour le monde entier. Donc, comment faciliter de meilleures prises en charge pour les populations, particulièrement en temps de crise. Vous avez des défis donc, liés à l'éducation, au renforcement des capacités, donc à l'adaptation liée à la mutation du monde, la mutation numérique actuellement en cours. Et vous avez des défis liés à l'innovation. Parce que dans tout ce cheminement, il faut pouvoir proposer des solutions qui s'adaptent aux réalités locales. Et vous avez des défis liés à la création de l'emploi, que ce soit des emplois salariés ou des emplois boostés par l'entrepreneuriat. Vous avez aussi des défis liés à la transformation structurelle des entreprises, donc le passage du secteur informel au secteur formel. Voilà, donc ça c'est très important. Donc dans tout cet état des lieux, si je peux le dire ainsi, de la situation actuelle de l'Afrique, alors comment est-ce que la blockchain s'insère là-dedans? Comment elle propose des solutions, comment elle devient une clé pour le développement? Alors, à ce niveau, quand nous regardons un peu, on va faire un peu un coup de projecteur aussi sur ce qui est prévu, ce que la blockchain est en train de devenir pour l'humanité. Vous avez déjà, à l'horizon 2027, 10% du PIB mondial qui va être généré par la technologie blockchain. Nous sommes déjà, pour les années passées, donc 2015-2017, à plus d'1 milliard, entre 1 milliard et 2,5 milliards d'investissements dans les entreprises de blockchain. La blockchain est supposée réduire de 33% les coûts de transfert d'argent et les charges opérationnelles des institutions financières. Vous avez 90% des banques nord-américaines et européennes qui expérimentent la technologie blockchain. Donc, le volume du marché mondial sur cette technologie, à l'horizon 2024, va avoisiner les 20 milliards de dollars. Alors, donc, la technologie blockchain est en train de s'insérer, est en train de s'immiscer, est en train de prendre de la place et du volume. En face de tous ces défis que connaît l'Afrique, pourquoi cet intérêt aujourd'hui pour cette technologie? Je pense que tout à l'heure, Bineta est un peu revenu là-dessus
en définissant la technologie blockchain et en présentant ses caractéristiques. Donc, les caractéristiques qui veulent que ce soit une technologie qui se présente un peu comme un tiers de confiance parce qu'elle ne souffre pas de manipulation humaine. Elle est une garantie de fiabilité et de sécurité de l'information. Et donc, à ce propos, elle commence justement à prendre de plus en plus de place et suscite davantage d'intérêt. Parce que l'enjeu du développement, justement, se trouve aussi dans la capacité à créer de la confiance entre les gouvernants et les usagers et les populations pour éviter des crises et des litiges liés à des transactions financières, liées à des inégalités pour des populations non bancarisées, liées à des difficiles transitions énergétiques et tout ça. Et la technologie blockchain, donc, devient quelque chose d'important pour laquelle, justement, nos États et même le secteur privé doivent vraiment regarder de façon plus attentive. Et donc, nous, en tant que consultants, dans le cadre de nos démarches, nos actions de conseil et d'accompagnement des structures privées et publiques, justement, nous recommandons que, à cause de ces enjeux et à cause de ce que la technologie blockchain est une propriété, est des propriétés de désintermédiation, donc il n'y a plus l'implication humaine, est des propriétés d'autonomie, est des propriétés de sécurité, il faut véritablement qu'on puisse s'impliquer dans cette technologie-là en développant aussi bien des technologies de type privé, des technologies du type public, des technologies du type fédéré. Et tout ça, ça dépend de l'objectif et de l'usage que nous voulons vraiment en faire. Alors, le besoin aujourd'hui, à côté de tous ces défis, nous avons un réel besoin de travailler sur le renforcement des capacités. Comment est-ce que la technologie blockchain peut devenir opérante? Elle peut devenir opérante si nous avons des hommes et des femmes qui sont capables de la mettre en place et de la déployer. Donc, nous avons un besoin réel de formation. Vous avez en Côte d'Ivoire, par exemple, 70% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans. Moins de 35 ans, et nous savons très bien que cette population-là, c'est ce qu'on appelle la génération Y. Donc, c'est la population qui est née dans l'Internet, qui grandit dans l'Internet et qui maîtrise l'Internet à des paliers et à des échelles différentes. Donc, cette technologie blockchain doit être développée en accompagnant le facteur humain. Le facteur humain en renforçant, en développant ses compétences, en proposant des curricula de formation ou en ouvrant en mettant en place des espaces de formation comme les MOOC, etc., qui permettent justement à toute cette jeunesse, via l'accès à Internet, qu'il faut véritablement démocratiser, parce que rien de tout ça ne peut se faire sans le support Internet, et pour que la technologie blockchain puisse vraiment prendre pied. Il faut aussi que les États puissent regarder le cadre réglementaire. Je pense qu'au niveau mondial, déjà, il y a des dynamiques justement à cela, parce que c'est une technologie qui est née, on va dire, peut-être de l'informel. Voilà, elle n'est pas née de structures formelles organisées, avec un plan de développement, des travaux de recherche et de développement qui les ont mis en place. Non, elle vient du peuple. C'est une technologie qui émane du peuple et donc qui justement échappe à la maîtrise des gouvernants. Et donc, qui aujourd'hui essaie de regarder pour voir comment il peut être encadré et comment est-ce que justement le maximum de population, de personnes, y compris l'État lui-même, dans son rôle régalien, puisse en bénéficier. Alors, cette technologie aussi qui accompagne, je pense, tout ce qui est, on a parlé tout à l'heure qui traite de la donnée. Donc, l'enjeu aussi pour le développement de la technologie blockchain aussi va être au niveau de la donnée, de l'information, donc de l'infrastructure qui peut soutenir de telles technologies. Quand on parle d'infrastructure, tout à l'heure, j'évoquais la question de l'Internet, donc de son accessibilité, de son niveau
de son niveau, c'est-à-dire de l'Internet fluide, voilà, et aussi de la capacité énergétique de nos États. La mise en place de data centers, comme on le sait, donc ces grands espaces de stockage de l'information, de stockage de la donnée qui traitent des big data aussi, sont des secteurs qui demandent aussi beaucoup d'énergie. Et les questions un peu juridiques, donc qui traitent de la vie privée, sont des facteurs importants aussi à regarder. Et donc, toute cette technologie-là, la technologie blockchain, son déploiement a véritablement besoin d'encadrement, a vraiment besoin de regard, mais surtout de démocratisation. C'est-à-dire que quand on pense encadrement de cette structure, il faut faire attention à ce qu'elle soit parfaitement démocratisée pour que son fil de création de départ puisse être maintenu et qu'elle puisse continuer justement à permettre aux populations, à travers les différentes applications qu'elle permet, de vraiment en bénéficier. Quand on touche, par exemple, la question des smart contracts, tout à l'heure, Madame Bineta a encore parlé de la question de la logistique. Et justement, dans les questions de logistique, vous avez des fournisseurs, vous avez des livreurs, vous avez des clients. Donc, vous avez plusieurs acteurs qui sont ensemble sur un même sujet. Ben, ils ont besoin justement ils vont contracter des services ensemble et ces services ont besoin d'être sécurisés, si je puis dire ainsi, d'être sécurisés. Au niveau de la blockchain aussi, il y a la génération de ce qu'on appelle les smart contracts, justement, qui permettent d'encadrer les relations. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de manipulation, pour ne pas qu'il y ait de faussaires, pour ne pas qu'il y ait de changements dans les transactions, pour que les transactions se fassent justement dans les meilleures conditions et dans les règles de l'art, en tout cas, qui a été définies dès le départ. Vous avez des offres au niveau, tout à l'heure, on a parlé de crypto-monnaies, donc qui sont justement, la crypto-monnaie est un peu la face visible de l'iceberg que représente la blockchain. Donc, c'est la face visible qui permet justement qui donne un visage en fait à cette blockchain-là. Elle parle d'argent, elle parle de fonds, la crypto-monnaie parle aussi d'épargne, parle d'investissement. Voilà, parce que quand vous mettez de l'argent, vous achetez des actifs en crypto-monnaie, c'est des actifs que vous achetez comme si vous allez en bourse pour acheter vos actions, vos obligations. Vous achetez des actifs en crypto-monnaie, vous investissez, vous attendez un retour sur investissement. Aujourd'hui, vous êtes capable de le retirer en monnaie fiduciaire à travers toutes sortes de transactions aujourd'hui qui existent. Et donc, c'est une réelle opportunité pour les structures non bancarisées. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'offres de services. Tout à l'heure, je crois que c'est Inuit qui en parlait, la création de leur crypto-monnaie Africa Coin. Et c'est important, il y a pas mal de wallets, comme on dit, des porte-monnaies électroniques aujourd'hui qui existent. Et c'est des choses qu'il faut vraiment vulgariser. Alors moi, de mon expérience, comme vous l'avez vu dans ma bio, il y a plein d'éléments de la bio que je n'ai pas écrits. Je suis une des fondatrices du réseau West Africa Blockchain. C'est un réseau francophone donc de promotion, de valorisation de la blockchain pour accompagner les populations à l'appropriation, à l'usage, pour sensibiliser les gouvernants, pour conseiller sur les investissements publics et sur les investissements privés dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. Et donc, dans nos actions justement de consulting, c'est des actions que nous menons aussi bien auprès des gouvernants qu'auprès des entreprises et même des particuliers aussi dans l'accompagnement que nous faisons. Question accompagnement aussi, nous avons avec notre offre de service Sewelo Africa, nous avons tout un curricula de formation qui nous permet aussi de soutenir cette transformation digitale-là par la formation pour que les entreprises, les États, les structures publiques comme privées puissent avoir de la main-d'œuvre qualifiée, justement. Et nous avons des partenariats très forts avec des structures de placement de ressources humaines qui fondent la valeur ajoutée de notre offre de formation qui part de la formation jusqu'à l'intégration en entreprise, en tout cas la première intégration qui permette aux apprenants de se faire de la main et pouvoir
justement commencer à déployer leur savoir-faire et leurs compétences. Il y a aussi le soutien à l'entrepreneuriat. Et c'est des choses que nous avons mâchées avec la blockchain depuis 2 ou 3 ans, que ce soit via le réseau Femmes numériques et développement en Afrique francophone, via le réseau Femmes et TIC en Côte d'Ivoire, et puis le réseau West Africa Blockchain. Et aussi, nous accompagnons vraiment et nous mettons un accent particulier sur la formation. Sans ce développement des compétences-là, il va être difficile, dans le cadre de cette transition numérique à l'Afrique, de vraiment prendre pied et de vraiment laisser éclore toute sa capacité d'innovation. Voilà, toute sa capacité d'innovation. Parce que quand on parle de technologie blockchain, ce sont des technologies de rupture, aussi bien que l'intelligence artificielle, que l'Internet des objets, mais ce sont des technologies véritablement qui doivent s'intégrer dans les besoins locaux. Voilà, c'est des technologies qui doivent prendre pied dans les besoins et non faire simplement des copier-coller de l'Occident vers l'Afrique. Mais si on a une bonne maîtrise de ces technologies localement par les acteurs locaux, il sera plus aisé justement d'être une véritable réponse pour les besoins de l'Afrique. Voilà. Et donc, en termes d'usage, en termes de besoins, Bineta l'a dit tout à l'heure, nous avons plein de domaines, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans les finances, dans lesquels vraiment l'Afrique a quelque chose à jouer pour pouvoir trouver des solutions qui s'adaptent véritablement à son contexte. Voilà. Et donc, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Ouais. Oui, j'ai un peu fait le tour. Donc, Merci. que ce soit les enjeux, les perspectives qu'on a avec la blockchain, en tout cas, il y a énormément de choses et de potentiel. Merci. Merci beaucoup. C'est très important et on voit que cette démocratisation de la blockchain, elle est importante, elle passera par la formation, mais comme vous l'avez dit, il faut que ce soit aussi une technologie d'impact. Il faut qu'elle réponde à des besoins et à des attentes. Le temps est passé très vite, donc je vais essayer de donner une dernière fois la parole à chacun et chacune d'entre vous. Et je vais commencer par vous-même, Assirou, parce qu'une question pour vous. Donc, je vais vous formuler cette question et puis en profiter si vous pourrez faire un petit mot de conclusion autour de ça. D'accord. La question est complexe parce qu'on vous demande de faire un petit peu un tour de table de l'utilisation de la blockchain au niveau des États. Et la question après devient un peu plus spécifique. Pour ça, si cette technologie peut être utilisée dans le domaine de la douane. Alors, ça va demander beaucoup de choses, mais est-ce que vous pouvez nous faire une petite réponse très rapide un peu là-dessus sur le rôle des blockchains dans les États et sur certaines administrations, et puis nous donner un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors, la technologie, est-ce qu'elle est utilisée par les États? Comme je disais tout à l'heure que l'expérience de la technologie blockchain, vous l'avez dans les pays occidentaux. C'est là-bas que véritablement cette technologie a pris pied, qu'elle se développe, qu'elle est expérimentée tant au niveau des finances, de la santé, des assurances, etc., dans plein de domaines, de la logistique, etc. Et est-ce que cette technologie peut être utilisée en douane? Mais parfaitement. Parfaitement. Parce que dans la douane, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de transactions financières, il s'agit de traçabilité, il s'agit de sécurité, il s'agit de logistique. Et justement, un secteur comme la douane, ce sont des secteurs de prédilection de la technologie blockchain, j'ai envie de dire. Parce que c'est là où elle a sa plus parfaite expression, parce qu'elle va permettre de tracer les marchandises, elle va permettre de sécuriser les entrées et les sorties. Et véritablement, la douane, je pense que, en tout cas, Bineta ne me contredira pas, c'est l'espace vraiment de prédilection pour la technologie blockchain. Voilà, pour répondre. Alors, si je peux, comme conclusion, moi, je voulais dire qu'aujourd'hui, en 2021, le monde a véritablement changé. Nous sommes dans vous avez utilisé le mot transition digitale. Nous sommes dans une transition, dans une mutation, dans une transformation, dans une révolution numérique. Et ces technologies-là, justement, qui sont issues de crises que le monde a connues, comme la technologie blockchain,
qui est issue de la crise de 2008, la crise financière de 2008, sont des technologies justement qui vont refaire le monde. Si vous avez souvenir, dans les années 90, quand on parlait d'Internet, on présentait Internet comme une alternative en termes de support de communication, à côté de tout ce qui est télévision, radio. On citait Internet, mais aujourd'hui, Internet n'est plus une alternative. Internet est la clé. Internet est le support à tout cela, parce que toutes ces technologies de communication, que ce soit radio ou télévision, aujourd'hui, on utilise le support Internet pour propulser leur diffusion. Il en sera de même pour la blockchain dans les années à venir. La blockchain va devenir un cœur. Elle va occuper une position centrale. Et il est important pour nos États, pour les entreprises, de déjà regarder pour savoir justement quelles sont les possibilités d'application dans leurs différents secteurs d'activité. Il faut déjà tracer les sillons, il faut pousser les recherches et développement, il faut déjà regarder au niveau stratégique, il faut faire les études et le conseil est là pour ça, pour accompagner, en tout cas les services de consulting que nous menons sont là pour ça, pour accompagner, pour avoir ce regard de prospective et justement ce regard de prospective sur l'avenir pour voir comment l'implémentation peut être faite, quels sont les besoins de compétences qui existent. Et je pense que c'est le moment, et ce moment, il est favorable. C'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. C'était très clair. Et c'est bien parce que de toute façon, quel que soit le point par rapport où vous allez adresser le développement de la blockchain, ça va être une technologie d'impact avant tout et adaptée aux enjeux de l'Afrique. J'imagine que Mme Ngom est totalement d'accord avec vous, que le blockchain doit se mettre au cœur de la politique de développement du continent et de croissance. Est-ce que vous voulez nous ajouter quelque chose, Mme Ngom, un petit mot de conclusion de votre côté et peut-être aussi autour de Bleu comme la mer, qui est finalement une application extrêmement pragmatique de ce que peut être la blockchain au service d'un rapprochement entre opérateurs grâce au digital. Je vous donne la parole, Mme Ngom. Oui, en tout cas, je suis très contente de voir une personne qui partage les mêmes visions ou bien les mêmes idées que moi par rapport à la technologie blockchain, surtout en Afrique. Et j'ajouterais juste que moi, je le dis souvent et je le répète encore, que cette technologie-là est faite pour l'Afrique. L'Afrique est la terre promise de la technologie blockchain. Alors, pourquoi? Vous me direz peut-être que je suis trop optimiste, mais j'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi? Parce que quand on parle d'Afrique, on parle surtout de manque de confiance. Donc, on parle surtout de manque de transparence. Donc, et je trouve que l'état économique de nos pays africains est intimement lié à la malgouvernance. Donc, à l'opacité du système et à la manière dont nos fonds, dont nos biens sont utilisés, sont manipulés. D'accord? Et une transparence que peut apporter une technologie telle que la blockchain peut absolument tout changer. Donc, nos dirigeants seront obligés de faire les choses d'une manière très claire. D'accord? Et cela peut complètement tout changer. Et je crois vraiment qu'il est temps aujourd'hui que, malgré que ça ne puisse les arranger, mais ils sont obligés de se tourner vers ces genres de technologies, de pouvoir pousser la recherche et le développement sur ces technologies-là, sur la blockchain, même sur d'autres nouvelles technologies-là, qui pourront sortir l'Afrique de cette impasse-là. Et je crois, comme je le dis aussi très souvent, je crois aussi qu'on peut avoir un Afrique qui est à l'image du Wakanda ou même plus que cela. Voilà. Merci beaucoup et on partage ces espoirs-là. En tout cas, on est convaincus, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, qu'il y a déjà une vraie maturité autour de la blockchain, que le virage est enclenché et que l'impact sera d'autant plus important. Monsieur Closy, merci encore, merci Madame. Monsieur Closy, de la question qui va peut-être être un peu délicat de traiter aussi rapidement, mais un peu sur tout ce qui était la stratégie d'Africa Pay, à favoriser, cibler
comment vous arrivez à cibler vos nouveaux clients, comment vous arrivez à les rapprocher de vos offres de services, sachant que bien qu'on soit dans une transition digitale très forte, de plus en plus de connexions Internet, une grande partie des gens ne sont pas obligatoirement connectés aujourd'hui en Afrique. Donc, il y avait une question un petit peu sur ça. Donc, votre approche en termes de développement, vous pouvez faire une petite conclusion, si vous, Claire, pour le moyen terme. Je vous laisse la parole, merci. Bien sûr. Alors, premièrement, grâce au digital et au marketing digital, si on en prend juste l'exemple des publicités Facebook, vous pouvez cibler exactement un quartier, une ville et les personnes que vous souhaitez. Donc ça, c'est déjà la première des choses. En effet, comme vous l'avez dit, il y a quand même une cible il y a quand même certaines personnes qu'on ne pourra pas cibler de cette façon-là. Donc, nous avons d'autres moyens de communication. Nous, la base de notre projet, si vous voulez, c'est la communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de mettre en place un réseau physique là. Ce réseau physique-là, on a trouvé des moyens de le rentabiliser beaucoup plus facilement. Donc, ça va nous permettre d'en mettre davantage dans des zones excentrées et donc d'offrir de la visibilité et de convertir de nouveaux clients pour Africa Pay. Donc, c'est notamment ça. La communication de manière digitale et les points de vente physiques. C'est notamment les deux choses clés, les deux, disons, moteurs de Africa Pay. Les bornes permettent de remettre un peu comme un comptoir de proximité auprès des clients. Tout à fait. Les bornes, distributeurs automatiques de cartes. Il y aura dans un second temps après distributeur de billets comme ce qu'on connaît actuellement, mais un petit peu différent. Les box en verre. Il y a 2 box en verre. Il y en a des plus grandes avec un commercial à l'intérieur et une plus petite où également un commercial sera présent. Vous pourrez commander directement sur iPad et autres vos cartes bancaires. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Africa Pay pour les années à venir? Quelle est votre grande ambition aujourd'hui? Alors, notre grande ambition, c'est d'ouvrir sur 20 pays d'Afrique. Sur ces 20 pays d'Afrique, c'est vraiment notre ambition et de pouvoir convenablement lancer notre crypto-monnaie. Formidable, formidable. Merci beaucoup. Merci. Je pourrais poser la question à Thomas. C'est juste est-ce qu'ils sont déjà au Sénégal et où est-ce qu'ils en sont par rapport au Africa Coin? Non. Alors, au Sénégal, nous ne sommes pas encore implantés. Nous sommes en train de faire la démarche auprès de la zone UMOA et donc de la Banque centrale qui est la BCAO. Maintenant, concernant Africa Coin, c'est la même démarche. Donc, Africa Pay, on a un statut d'établissement de paiement. Pour la crypto-monnaie Africa Coin, c'est le statut de monnaie électronique qui peut se faire également sur la zone UMOA, qui ne se fait pas dans un certain pays comme le Maroc pour l'instant, par exemple. Donc, la crypto-monnaie a déjà été créée. On l'a peaufinée, ça fait aussi pas mal de temps. Et là, justement, on va la lancer dans un second temps. On est en train justement de préparer ce lancement. Après le lancement, je pense, et le développement d'Africa Pay sur certains autres pays. Parce que la crypto-monnaie, vous pourrez l'utiliser directement sur la néobanque Africa Pay, faire des transferts beaucoup plus facilement, changer de monnaie beaucoup plus facilement, mais également le réseau physique dont j'ai parlé tout à l'heure, les box en verre, les distributeurs de cartes, etc. Vous pourrez également utiliser la crypto-monnaie, en acheter et l'envoyer directement dessus. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Bien sûr, c'était très clair. Très bien. Excellent. Merci beaucoup, Thomas. Et puis alors, merci avec tous nos espoirs de développement, bravo pour votre initiative et pour le travail qui a été fait. Et pour finir notre tour de table, nous allons retourner voir Monsieur Wassim El Aroussi. Vous l'avez bien expliqué avec Inouï, mais les gens le savent dans leur quotidien, à quel point vous avez été fer de lance dans toute cette transition digitale et vous êtes un opérateur structurant, mais aussi ouvrant pour cette croissance. Est-ce que aujourd'hui le blockchain est inscrit dans votre feuille de route et puis on est à votre écoute pour un petit mot de conclusion de votre intervention, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, je suis d'abord frappé en tant qu'acteur dans le digital, mais aussi en tant que citoyen africain par la pertinence, et je rejoins là-dessus tous mes prédécesseurs, la pertinence de la proposition du blockchain pour l'Afrique. L'attribut transparence, et il me semble, transparence, c'est vraiment l'attribut phare qui permettra d'utiliser ce type de technologie. Alors, ça concerne le blockchain essentiellement, mais ça concerne le digital à titre plus large.
qui apporte effectivement de la transparence dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la société civile. Et donc, cette transparence amène la confiance et stimule, catalyse l'initiative. Donc, là-dessus, je pense qu'on est tous alignés. Alors, le rôle des opérateurs ICT, qu'ils soient télécom ou cloud, data center, sécurité, c'est d'apporter à tout cet écosystème-là, à différents niveaux de la chaîne de valeur, d'apporter un terreau pour que ça puisse se développer. Donc, on a besoin de capacités de compute, on a besoin éventuellement de capacités de compute qui soient distribuées dans les différentes régions, qui soient proches des utilisateurs. Un opérateur comme Inouï, aujourd'hui, œuvre dans ce sens. On a besoin d'avoir ces capacités justement de calcul dans un cadre, parce que quand même, on va stocker un certain nombre d'informations dans ces blocs et on a besoin peut-être d'en assurer la pérennité en étant dans un environnement en termes de résidence de la donnée et de souveraineté de la donnée. Un opérateur comme Inouï aujourd'hui, effectivement, apporte des réponses dans ce sens. On a besoin de sécuriser ces données, même si elles sont non violables, mais on a besoin de les sécuriser pour en assurer tout simplement la continuité de l'existence. Elles ne peuvent pas être altérées, mais elles peuvent être détruites éventuellement. On a besoin effectivement de solutions de cybersécurité. Et aujourd'hui, ou même de PCA, de plan de continuité de l'activité en termes de backup, etc. Un opérateur comme Inouï apportera, et d'autres, j'espère, apporteront dans les différents pays de notre continent des solutions de ce type-là. Voilà comment je vois le rôle d'un opérateur ICT comme Inouï dans cette chaîne de valeur. Et je rappelle effectivement qu'il faut avancer très, très vite dans le développement de ce type de technologie, mais il faut avancer en sécurisant aussi nos roadmaps. Donc, avec les différents milestones qu'il faut checker. Et merci. C'est nous qui nous remercions. Beaucoup de bienveillance dans ce que vous venez de dire. En effet, c'est pas du développement incontrôlé parce qu'il faut préserver les valeurs qui ont été installées. Déjà, on parle de bonne gouvernance, la transparence. On n'est pas là. La blockchain ne fera pas mentir et permettra d'être dans le vrai. Et ben avec ça, en effet, je pense que la confiance sera construite dans la durée. C'était passionnant. Merci pour votre patience. On a été un peu plus long. On a hâte de vous retrouver tous. Je pense qu'on en parlera. Ce sujet mériterait d'être abordé de nouveau. Donc, je fais vœu que, peut-être pas tout de suite, mais à la rentrée, à la reprise de septembre et d'octobre, nous puissions nous retrouver de nouveau pour voir un peu comment évolue toute cette économie et cette opportunité de la blockchain à partir du moment où on est là pour parler du développement inclusif de l'Afrique. Merci beaucoup à tous. Passez un bel après-midi. Merci mesdames, merci monsieur, merci aux différents participants et on est très heureux de vous retrouver très bientôt. Au revoir.